Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique dont un livre que j'ai fini juste hier, justement au moment où je tourne cette vidéo. Il s'agit en fait du livre Assassin's Creed Heresy de Chrissy Golden chez Brajlon. J'ai eu vraiment du mal à finir parce que j'étais tellement à fond dedans. Je tiens juste à préciser que faut pas que je parte vraiment en sucette. J'ai ma tablette qui est juste à côté de moi où j'ai toute ma chronique parce que voilà, j'ai beaucoup de points à aborder et je pensais pas que j'en dirais autant sur un ouvrage. Donc j'ai évidemment ma chronique avec le résumé et tout pour pas que je parte trop en sucette parce que comme je l'ai dit, j'aurai évidemment plein de choses à vous dire. Donc on va commencer très rapidement par le début. Dans cet ouvrage, on va suivre Simon Hathaway qui fait partie de l'ordre des Templiers cette fois-ci. On n'est pas du côté des assassins pour commencer, mais côté Templiers. Ça change un peu, c'est pas la première fois qu'on est vraiment côté Templiers. On est le cas avec Etam et Shay pour ceux qui ont joué au jeu. Celui-ci évidemment n'est pas lié au jeu, je précise, c'est pas un épisode d'un jeu, mais d'un jeu Assassin's Creed. C'est vraiment une histoire un peu en lien avec les jeux. Mais donc on va suivre Simon Hathaway qui est donc templier et historien de surcroît. Il vient d'être promu à la tête de la division historique d'Abstergo. C'est le mec totalement réservé, qui, comment ils disent, et voilà, le modèle même du scientifique et tout. Et donc Simon, auprès de certains grands noms de l'ordre des Templiers, je pense notamment à Alan Jenkins, qui tout simplement lui demande de prouver une théorie que Simon a apportée en tant qu'historien. Et on lui dit, tu vas tout simplement nous prouver ta théorie, etc. Tu as une semaine pour ta utilisation illimitée de l'anus pendant une semaine. Et ce que va faire Simon, il va donc remonter au XVe siècle, à la période d'activité notamment de Jeanne d'Arc, donc 1429-1430, si je dis pas de bêtises. Et donc, il va suivre la vie de son ancêtre, Gabriel Lazare, qui est tout simplement l'ombre et le compagnon de Jeanne d'Arc, en tout cas un des compagnons de Jeanne d'Arc. Et c'est ce qui fait que donc on va suivre tout le processus de ce qu'a pu faire Jeanne de Domrémy jusqu'au bûcher. Et évidemment tout ce qui s'y apporte avec les mœurs de l'époque, tout ce qui est hérésie, comment Jeanne pouvait être perçue, etc. Mais évidemment, la guerre que suivent Templiers et Assassins est beaucoup plus compliquée que ça. Et évidemment, les croyances se retrouvent évidemment chamboulées, que ce soit du côté de Gabriel ou du côté de Simon. Suis-je accro à la licence Assassin's Creed? Oui, à mon plus grand bonheur ou plus grand malheur, ça dépend comment vous voyez la chose. J'ai adoré dans celui-ci revenir en France, même si c'est dans le passé. Je dis bien revenir pour moi parce que soit vous êtes comme moi, vous avez joué au jeu, soit vous l'avez lu. C'est donc notamment le cas vis-à-vis d'Assassin's Creed Unity, vu que celui-ci, on est tellement concentré sur la version française. Le roman un peu moins parce qu'on suit notamment Alice de la Serre de sa jeunesse jusqu'à la fin. Mais en tout cas, on reste quand même dans ces deux cas-là, dans l'histoire de France. Révolution française garde son temps avec la période d'activité de Jeanne d'Arc. Même si la mécanique de la licence Assassin's Creed reste la même vis-à-vis de la guerre que ce livre Assassin et Templier, ça a été sympa de la renouveler un petit peu avec celui-ci parce que les autres romans Assassin's Creed que j'ai lus, comme notamment Unity que je vous ai présenté un peu plus tôt, c'est justement dans ce cas-ci l'histoire des jeux que je connaissais déjà, donc c'était tout simplement des retranscriptions à l'écrit. Tandis que là, je suis partie dans une histoire dont je ne savais rien, que tout ce que je savais via le résumé. Et donc là, ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir un petit peu m'attaquer à cette période-ci, ça de la guerre de son temps, parce que c'est vrai que Jeanne d'Arc, la guerre de son temps, on connaît sa victoire à Orléans, comme quoi elle a réussi à lever le siège d'Orléans, de tout ce qui entoure l'image Jeanne d'Arc, la Sainte Pucelle, la Pucelle d'Orléans, etc. Donc ça a été très super de renouveler un petit peu le schéma. Même s'il faut savoir que Jeanne n'est ni assassin ni templier d'ailleurs. En parlant de ça, de grands noms de l'histoire, on a notamment des grands noms comme Gilles de Rais. Mais il y a parmi les assassins
une figure historique auquel je ne m'y attendais pas. Je ne vais pas vous le dire, mais je peux vous donner des indices, c'est que cette personne qui est donc un assassin, je ne dis pas si c'est un ou une, je vous laisserai lire le livre pour comprendre de qui on parle, mais cette personne pesait dans le game à l'époque, c'était une personnalité très importante, et en fait je me rends compte que cette personnalité très importante qui fait partie de la confrérie des assassins, je ne la connais pas si bien que ça, donc je pense me renseigner un petit peu. Et cet assassin, qui est donc cette grande figure, en fait, on la connaît sans la connaître, en tout cas, elle était une des premières personnes à vraiment croire en Jeanne. Ça, c'est ce que je peux vous dire en tout cas. Mais je vous laisse évidemment découvrir, sinon ça serait plus drôle. Sigodan a fait énormément de recherches. Elle a vraiment créé un dossier qui tient la route pour deux raisons. Parce que d'une, certes, il s'agit, elle a fait de gros recherches, parce que comme je l'ai dit, c'est la guerre de 100 ans. Et on est surtout on est côté français. Et justement, Chrissy Golden n'est pas française. Donc elle était obligée de faire vraiment un gros travail de recherche pour les batailles. Certains mots en français, parce que dans le livre, il y a des termes qui sont en italique avec une astérix à côté. Ça a été au début du roman, c'est que les livres, dans ces mots-là, dans la VO, sont justement en français. Mais là, vu que si je l'ai en version française, c'est juste indiqué. Mais en tout cas, elle a fait vraiment des très grosses recherches sur le français, sur la guerre de 100 ans côté français, sur Jeanne d'Arc, sur les batailles auxquelles Jeanne d'Arc a participé, tout le voyage de Jeanne d'Arc de Don Rémy jusqu'au bûcher. Elle est obligée vraiment de faire un gros dossier énorme. Je sais pas combien de temps elle a passé sur ce bouquin, ses recherches et tout, mais elle était quand même très bien entourée. Elle était dans les remerciements, qui a été entourée d'historiens, qui a été aussi entourée par l'équipe d'Ubisoft pour vraiment avoir le lien, par exemple, de l'utilisation de l'animus ou des choses comme ça. Mais le travail est tel que ce livre est à la fois dépendant de la licence, mais également indépendant des jeux. Je pense que je peux être très claire là-dessus. En parlant des jeux, on revient vite fait. Je vais faire quelques liens avec l'univers étendu de la licence Assassin's Creed. Parce que je ne sais pas d'Unity avant, mais justement, il y a des références à Unity. Je pense au cas du personnage d'Arnaud Dorian, par exemple, mais vite fait. Notamment le cas du fragment d'Eden numéro 25. Je dis pas. En fait, il y a plusieurs. Pour ceux qui sont non initiés à Assassin's Creed, vous avez plusieurs fragments d'Eden, les pommes, etc. Par exemple. Des pommes, des bâtons, des sphères, etc. Des épées. Je ne vous dis pas de quoi, quel objet exactement est le fragment d'Eden numéro 25, parce que soit vous connaissez déjà la licence et vous savez de quel fragment je parle, soit vous ne l'êtes pas et je vous laisse donc découvrir et savoir ce que c'est. Mais évidemment, c'est vrai qu'on fait le lien de Unity vite fait juste par le biais d'Arnaud, donc le personnage qu'on incarne dans Unity qui est juste sur la couverture là, qui est encapuchonné. Mais il y a beaucoup de références, certes à Unity, par rapport à un point que tout le monde connaît, qui est beaucoup mentionné dedans, c'est le fameux procédé templier. Donc on a au début d'Unity, du jeu en tout cas, l'arrestation du jeu, parce que c'est pas le cas dans le roman, de l'arrestation des Templiers le vendredi 13 octobre 1307 et la mort de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, en mars 1314. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de références également à cette histoire des Templiers parce que les Templiers ont pris très cher, en fait, littéralement, avec ce procès que leur a impliqué le roi de France Philippe IV le Bel. Mais en tout cas, c'est très central parce qu'il y a beaucoup de références à l'emprisonnement des Templiers pendant leur procès, leur conditions d'enfermement, etc. Je vous ai fait le lien des jeux, je vais vous faire le lien du film. Parce que on a un personnage, donc disons Darren Hopkins, qui apparaît tout simplement dans le film. Je tiens à préciser que si je devais insérer Elodie dans la chronologie de l'ensemble des Assassin's Creed, il est en fait, je devrais le caser comme ça. Je vous conseillerais de faire dans cet ordre-là pour, si vous voulez vraiment vous y mettre dans Assassin's Creed, c'est celui-ci. Donc c'est-à-dire qu'on commence par Unity, tout simplement, Elodie. Parce que justement, des éléments qu'on a dans Heresy, on les a déjà, enfin on nous les donne déjà dans Unity, mais on les retrouve dans Heresy. Et après, évidemment, le roman du film, ou le film tout court, si vous voulez voir que le film, parce que le personnage d'Alan Rickens apparaît dans le film et, ce qui se passe dans la méta-histoire se retrouve également dans le roman du film. Voilà, donc c'est dans ce ordre-là que moi je le ferai. Autre point, c'est l'Animus qui est très ressemblant. Donc l'Animus 4.35, voilà, la version 4.35, qui est très ressemblant. C'est décrit
il écrit tel qu'on croit vraiment qu'il est dans le film, sauf qu'il change un petit peu. Mais en tout cas, il est très bien écrit, les sensations qu'on vit dans l'animus sont très bien décrites. Voilà, on a vraiment, même en restant dans l'animus avec Simon, on a toujours cette possibilité qu'il communique avec l'extérieur de l'animus tout en restant dedans. Voilà, je vous en dévoile pas vraiment plus que ça, mais un point que je vous conseille de vous habituer très rapidement, ça peut être le changement entre Simon et Gabriel. C'est-à-dire le fait de passer du 21e siècle au 15e et du 15e au 21e siècle se fait très rapidement. Et souvent on a des interactions où on est justement côté Gabriel, donc au 15e siècle, mais il y a des discussions par exemple entre un personnage hors de l'animus et Simon par exemple. Donc il faut savoir jongler avec tout ça. C'est une mécanique qui est très régulière dans Assassin's Creed qui fait que moi je me suis régulièrement habituée. Mais c'est un truc qui peut être dérangeant, mais on s'habitue très facilement en fait. C'est manié de sorte que on passe facilement de l'un à l'autre sans un réel coup dur. Ça peut être dérangeant au début, mais très rapide. On va rester un petit peu au XXe siècle parce qu'on fait mention de termes informatiques aussi. Voilà, la technologie aujourd'hui dans les Assassin's Creed, c'est hyper méga important parce que l'animus en lui-même est un outil de haute technologie. Donc il faut avoir, je pense, des notions vis-à-vis de ça. J'ai un petit peu souri en lisant le livre. Je vais vous expliquer, c'est une anecdote qui est sympa, pour moi je dois vous la mentionner. Il fait à un moment donné de la mention des white hats, donc les chapeaux blancs. C'est en fait des... Je sais pas comment vous l'expliquer, je sais plus comment... Je pourrais l'expliquer mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, c'est des justiciers du web, si on peut le dire comme ça. Je vais vous mettre dans le petit i ici la playlist qu'a fait de vidéos qu'a fait Absol, le youtubeur Absol sur le deep web. Parce justement, j'ai souri parce que quand j'ai vu le terme, je me suis souvenu des vidéos d'Absol justement sur le deep web. Et parce que voilà, comme quoi, je vous montre par cette anecdote que on peut apprendre par les livres, mais on a tout d'autres supports pour se cultiver, donc les livres et YouTube par exemple. Vous en avez tant d'autres des exemples et pour différents sujets. Mais la playlist d'Absol est vraiment intéressante parce que je sais plus dans quelle vidéo exactement il parle justement des white hats, des grey hats et des black hats. Mais il explique bien, très bien d'ailleurs. Et donc je vous ai mis sa playlist, mais je veux également sa chaîne, le lien vers sa chaîne carrément. Parce que ce qu'il fait, c'est vraiment super bon. Il a 400 000 abonnés, donc beaucoup plus que de ce que moi j'ai. Mais je trouve ça intéressant de dire voilà, que si vous voulez vous renseigner sur d'autres sujets, par exemple le deep web, bah, je vous offre des vidéos comme ça sur un plateau d'argent. On va parler bataille. On va parler bataille. Les batailles sont hyper réalistes. Hyper réalistes. On sent même ce qu'ont pu ressentir Gabriel, qu'on peut ressentir Jeanne, mais vraiment les horreurs de la guerre à l'époque, hein, on est au 15e siècle, hein, guerre de 100 ans, hein, pas de quartier. Hein. Et le fait que Jeanne notamment prône comment dire, le pardon divin, si je peux employer ce terme-là, il est très ancré dedans, dans le sens où il dit rendez-vous, venez vous confesser et on vous laissera la vie sauve. C'est, je pense, l'essence même de Jeanne. Voilà, je vous ai parlé dans la lecture de Gégel justement du mois d'avril, de toute cette aura que Chrissy Golden a faite autour de Jeanne d'Arc. C'est hyper bien foutu. Il a vraiment donné une importance nouvelle, une importance que je connaissais. Je connaissais déjà Jeanne d'Arc par L'ombre d'un doute, Secret d'histoire justement qui a été fait sur Jeanne d'Arc, mais là c'était très poussé. Elle est méconnue, Jeanne. Et enfin, on la connaît sans la connaître. Et en fait, il y a vraiment tout son parcours qui a été fait dedans, donc de Don Rémy jusqu'à la fin, comme je l'ai dit. Mais les batailles, en fait, on la connaît beaucoup pour ce qui s'est passé à Orléans, le sacre de Charles VII, par exemple. Mais il y a eu d'autres batailles qu'elle a faites. Son éloignement des batailles après que Charles VII se soit fait couronner. Donc, il y a des espèces où on voit cette montée de la gloire de Jeanne, mais après cette déchéance. C'est-à-dire qu'on arrive au sommet de sa gloire et d'un coup c'est la déchéance totale. Et là, c'est sur plusieurs pages, c'est décrit de manière très poussée. C'est ce qui fait que on est vraiment aux côtés de Gabriel, aux côtés de Jeanne, mais également aux côtés de Simon, parce que Simon vit ce que lui, son ancêtre, donc Gabriel.
mais c'est tellement poussé qu'on se croit dedans. Et franchement, je ferme le bouquin, mais j'ai mis des post-it de couleur verte pour des personnages historiques, mais parce qu'il faut que je me renseigne dessus. Mais là, secret d'histoire, ouais, je dis pas que c'est des cours d'histoire, mais c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que on vous donne pas mal d'informations et tout, mais moi je suis de nature curieuse, notamment tout ce qui concerne la curiosité intellectuelle, mais là on nous pousse à aller vraiment à être curieux, de vraiment nous enrichir intellectuellement. Je me reconnais un peu en Simon vis-à-vis de ça, le personnage de Simon que j'ai adoré, comme Gabriel d'ailleurs. Le personnage de Simon, c'est curiosité intellectuelle, je me reconnais dedans, mais Simon est historien, donc ça compte pas vraiment. Mais en tout cas, je suis beaucoup reconnue de dire non, on est dans une lancée, on ne s'arrête pas. Et ça que je veux un petit peu prôner avec les Assassin's Creed, c'est que ne vous arrêtez pas à ce que vous savez, allez au-delà des connaissances pour vous cultiver. Et je pense que la curiosité intellectuelle, c'est un truc qui est sous-estimé aujourd'hui. On dit que la curiosité a un vilain défaut, certes, mais la curiosité intellectuelle n'apporte que des bonnes choses, de mon point de vue. Le personnage de Gabriel, je l'ai adoré, et lui qui est profondément attaché à Jeanne, qui ferait tout pour elle, vraiment c'était tout juste génial. C'est un roman qui en tout cas m'a énormément plu à lire. Et franchement, je crois que j'ai pas spécialement me plaindre, mais j'étais vraiment à fond dedans. J'avais du mal à le finir parce que je voulais pas quitter ce roman en fait. J'étais tellement bien dedans. C'est surtout ça en fait. Cette section-là, la seule unique fois où je voulais partager, c'est quand j'avais quelque part en haut. La seule unique fois où je sais pas de cette section-là où je vous disais que j'écoutais beaucoup un genre de musique ou des trucs comme ça en lisant un livre, ça a été pour les Rois de Margaret Christie, donc le tome 3, où il n'y avait que 2 titres que j'écoutais en boucle. Mais là, c'est vrai que j'ai pas l'impression de la refaire de cette section-là dans une vidéo chronique, parce que souvent c'est de tout et n'importe quoi que j'écoute en musique, tandis que là, ce que j'ai écouté en boucle, et je crois que ça colle bien avec la partie légendaire, donc vraiment au Moyen-Âge, c'est toute la discographie d'Hera. Je crois que on connaît tous Hera pour Ameno. Je vais vous faire écouter peut-être un petit passage de Ameno parce que tout le monde connaît. C'est le titre, de mon point de vue, si on devait résumer la discographie d'Hera, on la résume à Ameno. Donc je vous laisse écouter un petit peu Ameno. Mais c'est vraiment la discographie d'Hera, c'est-à-dire qu'il y a notamment 2 albums qui sont l'album Hera, donc le premier album. Donc comme vous pouvez voir, la discographie d'Hera elle est énorme. Il me manque juste un album voilà, d'Hera, sinon je les ai tous. Je vais notamment écouter l'album Hera, donc qui est le tout premier album qui a été fait en fait en 2002, qui est sorti en 2002. Donc voilà, il y a donc Hera 2. Donc je fais voilà, il y a notamment The Mass, l'album The Mass que j'ai énormément écouté, aussi comme le premier. Vous avez dû entendre que et évidemment le tout dernier, The Seventh World. Vous l'avez dû entendre avec Ameno, c'est un style qui est très nouveau mais vraiment très ancien. C'est ce que j'aime beaucoup dans Hera, je vous invite à écouter un peu plus de titres qu'Ameno. Mais le côté où les chants font, justement la partie chantée fait très Moyen-Âge, colle parfaitement à l'univers de Heresy. La musicologie qui est super en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup écouté en lisant Heresy. Ma chronique sur Assassin's Creed Heresy est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée si elle est extrêmement longue, mais comme vous avez pu comprendre, il y a plein de trucs à dire. C'est immense. Je crois que il y a eu un engouement Assassin's Creed qui fait que je crois que j'étais vraiment fondant, que je voulais pas partir. J'espère que ça va faire ressentir ce que moi j'ai ressenti en lisant le livre. Et voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt pour de prochaines lectures. The Priory